petit décalage de toute façon. Je peux y aller. Bonjour, on démarre la diffusion et on va attendre peut-être 2-3 minutes que nous rejoignent les personnes qui sont en train d'essayer de se connecter. Donc voilà, le webinaire va démarrer d'ici 2 à 3 minutes. Voilà, donc en attendant, on va juste laisser le son tourner et la vidéo tourner de façon à vous permettre de vérifier que vos équipements fonctionnent comme il faut. Voilà, à tout de suite. Là, c'est bon pour vous, vous êtes d'accord. 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 Et le son aussi. Essayez de parler. Donc là, ce qui est vu, c'est la slide. Et puis nous à côté. Mais là, les gens ils te voient, ils t'entendent. Très bien, oui. Voilà. Juste... 0,505 sur 100. Je peux démarrer. On va démarrer? Oui, puisqu'on se présente, de toute façon, je pense que... 5 sur 5. Corriger? On démarre? Bon. Donc on ne va pas attendre les quelques minutes de décalage, on va démarrer de suite. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc, sur ce webinaire intitulé Le CPF, une opportunité pour l'entreprise. Et vous l'avez remarqué, on a pris la précaution d'y mettre un point d'interrogation. Ce webinaire sera animé par Didier Causin. Pour ma part, je suis Denis Raymond, je suis le directeur des activités interentreprises chez Demos et j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant l'heure qui arrive. Alors, une petite précision pour celles et ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires. Ce webinaire risque d'être un petit peu différent des précédents par la posture de notre invité. Alors, Didier Causin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'AFTLV, l'Agence pour la formation tout au long de la vie, mais vous êtes surtout connu pour vos prises de position plutôt tranchées et parfois un peu iconoclastes. Et donc, dans un paysage de la formation qui est souvent consensuel, vos prises de position dénotent parfois au risque de choquer. Voilà. Et donc, Didier, c'est cette liberté de ton que nous convoquons ce matin au sujet du CPF et d'entreprise. Je serai là si besoin pour nuancer peut-être un peu vos prises de position. Mais gardez votre liberté de ton. Nous allons passer une quarantaine de minutes à vous écouter, puis nous répondrons ensuite aux questions et aux remarques qui auront été postées sur le chat. Donc, n'hésitez pas à envoyez vos questions, Claudia est là pour les prendre en note, les compiler, et donc on animera les 20 dernières minutes de cette heure sur le sujet. Alors si on rentre dans le sujet, la loi du 20 septembre 2018 et les décrets d'application qui ont suivi nous promettent plus de liberté pour l'entreprise et plus de liberté pour l'individu. Et dans ce registre, le CPF est présenté comme étant un outil à la main de l'individu, d'ailleurs qu'il soit salarié ou demandeur d'emploi, pour qu'il puisse, de son propre chef, prendre en charge son évolution de compétences et son développement professionnel. On nous promet en même temps une application qui devrait en plus désintermédier, c'est-à-dire faciliter l'accès pour l'individu à cette formation-là sans passer par les filières de financement telles qu'on les a connues avec les OPCA, et donc simplifier encore l'accès. Alors Didier, selon vous, l'entreprise doit-elle reprendre la main sur le CPF ou le laisser à la main de ses salariés ? Bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Je pense qu'avant de démarrer sur cette question, il faut faire un tout petit retour en arrière, 15 ans en arrière, sur le DIF, puisque le CPF est le successeur du DIF, et c'est un petit peu une façon de rétablir les choses, puisque le DIF n'a pas suffisamment fonctionné. Les pouvoirs publics donc ont voulu changer la loi, c'était en 2014, et mettre en place un compte personnel formation qui serait plus dans l'entreprise, puisque les compteurs autrefois étaient dans l'entreprise, mais qui serait à l'extérieur, c'est-à-dire que la demande de formation serait faite auprès de l'OPCA, puisque c'était encore des OPCA jusqu'à l'année dernière, et le compteur serait réalisé par la Caisse des dépôts. Donc voilà où on en était, et l'objectif évidemment était que on passe de 6% de DIF annuel à 50-70%, que tout le monde se forme, voilà. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé, puisque si ça s'était passé, on n'aurait pas une nouvelle réforme de la formation. Je vous rappelle que nous avons la 4e réforme de la formation professionnelle,
2004, 2009, 2014 et désormais 2018, avec un CPF qui, selon nous, selon moi en tout cas, a toutes les chances d'avoir un intérêt si l'entreprise s'en sert et fait des propositions à ses salariés. Oui, oui. Alors, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce CPF, c'est qu'il y a des changements cette année, donc depuis le 1er janvier 2019. Le premier changement, c'est que le CPF n'est plus exprimé en heures de formation. Selon la ministre du Travail, c'était plus simple de l'exprimer en euros de formation. Comme ça, les gens savent exactement de combien d'euros ils disposent. Le deuxième point, c'est qu'ils sont dotés donc de 500 euros par an. Chaque salarié, même à temps partiel, est doté à mi-temps est doté de 500 euros par an. Et le troisième élément, c'est qu'à partir de 2020 ou fin 2019, une application nous est promise pour que chaque salarié puisse commander lui-même sa formation, savoir exactement où il en est évidemment de son compteur, et puis payer même sa formation, évaluer l'organisme de formation, enfin tout serait fait, tout ce qui était fait par le cas serait fait par cette application un peu miraculeuse. Voilà un petit peu où nous en sommes aujourd'hui par rapport à ce CPF et par rapport donc à la formation. Alors ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir quels ont été les résultats du CPF depuis donc 2015, janvier 2015, un démarrage très poussif, très difficile, puisque l'application ne fonctionnait pas, n'a pas fonctionné pendant plusieurs mois, et au final, on a les chiffres jusqu'à 2017, mais ils n'ont guère évolué en 2018, environ 1% des salariés ont utilisé chaque année leur CPF, c'est peu, 6 fois moins que du temps du DIF, pour des formations un petit peu plus longues, mais jamais 250 ou très rarement 250 ou 500 heures, ou même plus, puisque le record de formation CPF, c'était 3200 heures, formation d'ergothérapeute, c'était possible avec son CPF. Donc le premier résultat, c'est cela. Le deuxième résultat, c'est que le CPF a été massivement utilisé, non pas par les chômeurs, mais par Pôle emploi, pour financer la formation des chômeurs. On peut trouver ça bien, certes, mais on peut se dire aussi, est-ce qu'il était nécessaire de retirer des fonds et des dispositifs aux entreprises pour déplacer le problème vers les chômeurs? Les chômeurs ont besoin de se former, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute, mais est-ce qu'ils ont besoin du CPF? Selon un rapport, je crois que c'était de l'IGAS, qui datait de 2017-2018, ça n'a rien apporté, le CPF aux chômeurs, puisque les jeunes qui sortent sans qualification de l'école n'ont aucune heure, aucun euro. Alors soit on leur verse, mais pourquoi leur verser, puisque de toute façon ils auraient dû se former, et les autres personnels soit ne veulent pas utiliser leurs heures de formation, soit on leur prend leurs heures sans leur demander leur avis, ce qui va être le cas aussi avec la réforme de 2018, puisque l'objectif c'est de, entre parenthèses, siphonner les compteurs des chômeurs. Ils auront, celui qui a 3 000 euros de CPF, on va lui prendre ses 3 000 euros pour se former, c'est très bien, et quand il arrivera en entreprise, il va devoir attendre 10 ans pour avoir de nouveau 3 ou 5 000 euros sur son compte personnel formation. Et la question est, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est utile d'attendre 10 ans pour se former? À notre sens, c'est regrettable. Voilà un petit peu par rapport à ce contexte. Donc, je voulais dire aussi, il y a une autre notion qu'il faut peut-être prendre en compte. On parle cette semaine du RSA, qui a 10 ans, ça n'a pas grand-chose à voir avec le droit à la formation. Mais ce que je veux dire sur le RSA, c'est qu'il y a un taux de non-utilisation, selon les associations, de 30%. 30% des bénéficiaires qui pourraient bénéficier du RSA ne l'utilisent pas. Eh bien, en formation, avec le DIF autrefois, avec le CPF aujourd'hui, le taux de non-utilisation n'est pas de 30%, il n'est pas de 80%, mais il est de 90 à 99%. En gros, les dispositifs sont très très peu utilisés, et s'ils étaient généralisés, se posera un problème de financement. Donc voilà un petit peu le cadre posé du CPF en 2019.
Donc, sur le contexte législatif, il y avait des choses à rajouter? Non, dans le contexte législatif, je pense que on a vu un petit peu ce qu'il y avait. Alors, l'autre point quand même à préciser par rapport au CPF, je pense que ça alerte beaucoup les directions des entreprises, en tout cas les DRH et les responsables de formation, c'est qu'il y a depuis 2014 une obligation de gérer les parcours professionnels de tous les salariés dès que l'entreprise dépasse le seuil de 50 personnes, de 50 salariés. Donc cette obligation, elle a démarré en mars 2014 et en mars 2020, chaque entreprise de plus de 50 salariés va devoir prouver qu'elle a organisé les 3 entretiens professionnels, qui devaient donc un tous les 2 ans, qui sont inscrits dans le Code du travail, et on précise bien, les entretiens professionnels sont inscrits dans le Code du travail, alors que par exemple l'entretien annuel d'évaluation ne l'est pas. Donc la seule obligation, c'est ces 3 entretiens professionnels, obligation d'ailleurs pour toutes les entreprises, y compris les moins de 50, même si pour elles il n'y a pas de sanction financière. Et la deuxième condition, c'est d'avoir organisé une ou des formations non obligatoires durant ces 6 ans. Sur le temps de travail, évidemment, parce que si la personne se forme sur ses loisirs le soir ou pendant ses week-ends, l'employeur n'est pas censé savoir ce qui se passe et donc il aura beaucoup de mal à mettre en avant cet effort formation qu'il n'a pas fait puisqu'il n'a pas payé la formation, il ne l'a pas organisé, il n'a pas administré et il ne sait même pas ce qui s'est passé et il ne connaît même pas la certification s'il y en a une. Donc les entreprises sont un petit peu prises maintenant dans la nasse. Il faut absolument qu'elles développent les compétences de tous leurs collaborateurs, plus seulement des ingénieurs, des techniciens ou des plus qualifiés, y compris des personnels ouvriers, des personnels qui n'ont pas l'habitude d'aller en formation et pour qui le CPF peut être une opportunité si on ne les laisse pas tout seuls face au compte personnel formation. Une question autour de qu'est-ce que c'est qu'une formation obligatoire? Alors, voilà, il y a aussi évidemment toutes les interprétations possibles, puisque le ministère du Travail, dans ses décrets, nous dit qu'il faut une formation autre qu'obligatoire, et on peut se demander qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui était obligatoire, et qu'il demeure, et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour ne pas payer cette pénalité. Donc, 2 lectures sont possibles, soit une formation, quelle qu'elle soit, si elle n'est pas écrite littéralement dans le Code du travail, c'est admis. Une formation, comme on nous a cité, un grand de la distribution, 14 heures de formation STT pour toutes les... STT santé, sécurité au travail, donc 14 heures de formation, non obligatoire, non inscrite dans le Code du travail. L'entreprise qui compte 2500 personnes nous a dit, nous on estime qu'on est quitte de cette pénalité. C'est une interprétation qu'il va falloir faire partager aux salariés, mais aussi aux représentants des personnels, éventuellement à la directe ou d'autres juridictions, ou peut-être au prud'homme si une reconversion doit être envisagée ou une rupture professionnelle. Donc ça c'est la première possibilité, une formation même de 6 heures, 12 heures, 15 heures, sur 6 années. Rappelons bien que la durée prise en compte c'est 6 ans. Et puis la deuxième interprétation, qui est la mienne, et je pense d'un certain nombre de consultants, c'est de dire il faut prendre l'idée que ça concerne 6 années de CPF. 6 années de CPF, ça représente 144 heures. C'était 24 heures par an, 6 fois 24, ça fait 144 heures. Donc, 144 heures, vous devez, en tant qu'employeur, prouver que vous avez formé l'équivalent de 6 ans de CPF, sur des formations non obligatoires. Sachant que l'adaptation au poste de travail n'en fait pas partie. Vous êtes, en tant qu'employeur, vous devez maintenir l'employabilité et la capacité à occuper un emploi des salariés, les adapter au poste de travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour prouver qu'on a géré le parcours de la personne? Donc, outre les 3 entretiens, eh bien, selon nous, c'est avoir développé les compétences des collaborateurs, soit via le plan de développement des compétences, puisque le plan de formation a changé de nom, soit via ce CPF, mais dans la mesure où il est internalisé, où l'entreprise s'en sert maintenant. Donc voilà un petit peu les enjeux du CPF. Alors, est-ce qu'on pourrait, par rapport à ce CPF, donc les entreprises ont également, ce qu'il faut dire, eu 2 réactions complètement différentes. En 2015, avec la loi 2014, c'était le soulagement. On n'a plus à s'occuper du DIF. C'est parfait, c'est la Caisse des dépôts qui s'en mêle. Nous, et l'OPCA, nous, on paye notre cotisation de 0,2%.
Donc une épine dans le pied retirée, mais aussitôt remise, puisque il y a cette obligation de formation, et il va falloir donc libérer des budgets. Et aujourd'hui, en 2019, à peu près 40 à 50% des entreprises de plus de 50 salariés nous disent, et disent dans les enquêtes, qu'elles vont s'occuper du CPF. Que finalement, elles ont bien compris que sans elles, il ne se passerait pas grand-chose, presque rien, et que surtout, ça peut faire partie de leur plan de développement des compétences, que développer les compétences, faire un co-investissement avec les salariés, ça peut être fort intéressant pour les entreprises. Voilà un petit peu poser le cadre. Voilà, le cadre. Alors, petit point aussi que je voudrais aborder, c'est les cas politiques que peut adopter une entreprise face au CPF. Hein. Que faire du CPF? Il y a 4 possibilités selon nous. La première possibilité, c'est un CPF dans le texte, strictement dans le texte, c'est-à-dire qu'il est complètement externalisé. L'entreprise ne s'occupe de rien, elle paye sa cotisation, elle forme sur son plan de développement des compétences, mais le CPF, c'est pas son problème, elle ne veut pas en entendre parler. Donc les salariés se forment seuls, ou ne se forment pas, la plupart du temps, et l'entreprise, ils se forment sur leur temps libre, ce qui peut poser d'ailleurs des problèmes de responsabilité de l'employeur, et l'entreprise ne s'occupe de rien. Bon, c'est ce qui s'est passé majoritairement depuis 2015, avec une impossibilité pour les salariés de se former sans leur employeur, et donc très peu de résultats. Deuxième possibilité, intermédiaire, on va dire, un petit accompagnement, c'est-à-dire qu'on fait toujours le CPF hors temps de travail, l'entreprise ne s'en mêle que pour communiquer et accompagner les dossiers administratifs, qu'on nous promet simplifier en 2020 avec l'application, on attend de voir. En attendant, donc, c'est une possibilité, vous accompagnez vos collaborateurs qui veulent leur CPF, c'est plus un CPF complètement autonome, mais ça permet d'avoir un petit développement. Troisième possibilité, on remonte là avec une internalisation du CPF, sauf sur le financement. Donc l'entreprise prend en charge le CPF, un petit peu comme elle prenait en charge le DIF autrefois, c'est-à-dire elle va faire une offre CPF, parce que nous, ce que nous avons vu, c'est que, on l'a vu du temps avec 10 années de pratique du DIF, et on l'a vu aussi avec maintenant 4 ans de CPF, c'est que s'il n'y a pas une offre claire, précise, les salariés ne se décident pas. Hein. Il y a 24 000 certifications qui sont accessibles avec le CPF. Un salarié a très souvent de très grosses difficultés à choisir la bonne certification. Et puis surtout, s'il choisit une formation, qu'est-ce qui lui garantit qu'elle a un intérêt pour son travail? C'est pour cela que nous pensons que internaliser le CPF au moins en partie, sans les financements, c'est important et c'est utile et ça peut servir. Donc l'entreprise à ce moment-là, elle l'organise sur le temps de travail, le CPF, parce qu'il y a un autre point à voir aussi. En principe, le CPF est hors temps de travail. Et là, nous sommes en France, dans l'état actuel des choses, des données, du temps libre, de la conquête de ce temps libre avec les 35 heures, les 5 semaines de congés payés, les ponts, etc., une majorité de salariés ne souhaitent pas se former sur son temps personnel. Ils ne peuvent pas, pour des raisons parfois sociales, familiales, ou ils ne veulent pas. Et du coup, le CPF, qui est en principe hors temps de travail, sans aucune allocation formation, hein, à la différence du DIF, il a peu de chances de se développer. Donc, pour le développer, le minimum pour l'entreprise, c'est une offre, et puis également le réaliser sur le temps de travail. Et dans ce cas-là, selon nous, mais tout le monde ne le dit pas, il est possible de mettre en avant cet effort formation qu'a fait l'entreprise, puisqu'elle a accompagné ses collaborateurs, elle leur a offert le temps pour se former, et nous pensons qu'elle peut mettre en avant donc cet effort formation. C'est donc la troisième possibilité. Et la quatrième, le gagnant-gagnant, le co-investissement, eh bien, je pense que c'est ce qui va se produire à partir de 2021, puisque 2019-2020, on est encore en situation intermédiaire, encore avec des heures de DIF à utiliser, mais à partir de 2021, il faut un co-investissement. Si l'entreprise n'investit pas avec le salarié,
le CPF n'aura jamais les moyens de ses ambitions, de toute façon. Donc, c'est un starter, c'est un levier. Hein, la personne a 1000, 2000, 3000 euros sur son CPF, jusqu'à 5000, même 8000 pour les moins qualifiés. Mais l'entreprise peut dire, j'abonde, hein, je mets de l'argent dans votre CPF, mais on choisit ensemble. Donc, l'entreprise peut faire un abondement complémentaire ou supplémentaire. Alors, quelle est la nuance ? L'abondement supplémentaire, commençons par celui-là, c'est un abondement avec un accord d'entreprise. On décide par exemple que tous les salariés, on double le montant du CPF annuel pour tous les salariés. C'est-à-dire au lieu d'avoir 500 euros, ils ont 1000 euros par an, par exemple. Je pense que peu d'entreprises vont adopter cette formule parce que c'est très coûteux et puis on n'a aucune garantie que les fonds sont utilisés pour de la formation. Ce que feront la plupart des entreprises, enfin, en tout cas celles qu'on connaît, c'est plutôt des abondements complémentaires, c'est-à-dire en complément du CPF de la personne, sur un projet partagé. Par exemple, je veux me former sur du numérique, sur la transformation numérique. La formation coûte 3000 euros, j'ai 2000 euros sur mon CPF. L'entreprise, si elle y a intérêt, a tout intérêt justement à abonder, à assurer le complément qui manque à la personne. Puisque les abondements sont possibles, sont nombreux, il y a 14 types d'abondements sur le CPF, sauf que, y compris le salarié, avec l'application qui est prévue par la Caisse des dépôts, d'ailleurs, cet infortuné salarié, j'allais dire malheureux, on va dire infortuné, a intérêt à être assez fortuné, puisqu'il va devoir donner son numéro de carte bleue, et la Caisse des dépôts prélèvera le complément s'il n'a pas assez de fonds pour se former. Donc je doute qu'il y ait beaucoup de salariés qui donnent à la Caisse des dépôts leur numéro de carte bleue en disant c'est open, vous pouvez me prélever 1000, 2000, 3000 euros, ou même plus si nécessaire, pour payer ma formation. Donc voilà les quatre politiques à mon avis, et les deux dernières nous semblent être les plus intéressantes, c'est-à-dire co-investissement ou partage. On va se revenir sur les trois nouveautés du CPF et puis quels sont les risques. Oui, absolument. Alors, les trois nouveautés du CPF, je reviens un petit peu dessus. Donc, on a d'abord la disparition des listes qui limitaient les CPF, les listes de formation éligibles au CPF, enfin de certification éligible. Donc, c'était assez compliqué. Hein, surtout, la Caisse des dépôts et l'État avaient demandé à ce que les personnes, en fonction de leur branche professionnelle, elles pouvaient accéder à certaines formations, mais pas à d'autres, en fonction de leur lieu de travail. Hein, il y avait des formations, vous habitiez Périgueux, ben vous pouviez, qu'est-ce que vous pouviez faire à Périgueux? Ben, pas la même chose qu'une personne qui était à Toulouse ou je ne sais où. Enfin bref, c'était une complexité énorme et donc ça a disparu. Hein, c'est-à-dire que l'État organise dans un premier temps beaucoup de complexité, bon, il se rend compte évidemment que ça ne marche pas, puis après, deuxième étape, on décomplexifie. Bon, on se demande pourquoi on a complexifié dans un premier temps, si ce n'est pour faire plaisir peut-être aux partenaires sociaux ou à certaines personnes. On ne sait pas exactement. Donc le premier point, donc les formations maintenant éligibles, c'est beaucoup plus large. C'est donc toutes les formations inscrites au RNCP, plus le répertoire spécifique qui s'appelait autrefois l'inventaire. Deuxième point, donc, après cette libération, on va dire, des certifications, c'est la monétisation du CPF. Donc le CPF est monétisé, ce qui a peut-être un avantage pour les salariés, ils savent de quoi ils disposent, et surtout, ça permet de mettre l'autre avantage, tout le monde au même niveau. Puisque autrefois, selon la branche professionnelle, selon l'OPCA, les salariés avaient 15 euros de l'heure chez certains OPCA pour faire leur CPF, et puis 80 ou même illimité dans d'autres OPCA. Ce qui était un petit peu injuste, puisque le capital en heure ne représentait pas du tout les mêmes sommes possibles. Donc le ministère du Travail a dit on va mettre tout le monde au même niveau, et ça va avantager notamment les personnels de premier niveau de qualification, de deux façons. Première façon, ces personnels vont bénéficier de 800 euros par an de CPF, au lieu, ils avaient 48 heures au lieu de 24 heures donc, de CPF autrefois, donc ils ont maintenant 800 euros, sauf que ces 800 euros, c'est sur leur déclaration. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils ouvrent leur compte, sur mon compte d'activité, puisque c'est un autre point qu'il faudra voir aussi, le CPF est inclus dans un compte qui s'appelle le compte personnel d'activité, une coquille vide selon le numéro 2 du ministère du Travail en 2015 ou 2016, mais en tout cas, il existe ce compte personnel d'activité qui comprend le CPF,
qui comprend le compte d'engagement citoyen pour les bénévoles des associations, qui ont droit aussi jusqu'à 60 heures de CPF, enfin en euros, je crois que c'est 320 € par an, s'il y a des déclarations évidemment de leur association. Et puis enfin le compte, ex-compte pénibilité, je ne trouve plus son nom, qui permet lui aussi d'accéder à des formations. Donc sur ce CPF, il est monétisé. Le salarié qui n'a pas un niveau CAP peut demander, peut le signaler, et il bénéficie à ce moment-là de 800 € par an, avec un plafond de 8 000 €, non plus 800. Et puis troisième point, sur le CPF, le plus important et le plus problématique, c'est que les OPCO ne s'en occuperont plus, ou ne devraient plus s'en occuper l'an prochain, puisque les OPCO qui ont succédé aux OPCA s'en occupent pour l'instant, mais à partir de 2020, enfin même fin 2019, c'est supposé être la Caisse des dépôts qui va devoir gérer la totalité du dossier, hein, depuis la communication des offres formation sur toute la France, des plannings prévisionnels, des inscriptions des personnes, les preuves que la formation a bien eu lieu, la certification de la personne, le règlement de la formation à l'organisme de formation, et puis l'évaluation également de cette formation, avec son taux d'insertion dans l'emploi. Et justement, ce taux d'insertion dans l'emploi, pour un salarié, on ne voit pas trop à quoi ça lui sert, puisqu'il est déjà en emploi, sauf s'il veut en changer, mais on voit bien que le CPF est vraiment tourné vers les chômeurs, et que si les salariés ne se l'approprient pas, eh bien, ils n'auront rien du tout, hein, et les entreprises non plus. Hein, c'est en fait qui va l'utiliser, c'est à eux de voir. Donc voilà un petit peu le tableau de l'application. Par rapport à... Pardon ? Il y a de nouveautés aussi en 2020, l'application. Oui, alors l'application, donc c'est une application pour smartphone. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Caisse des dépôts est quand même un petit peu prudente. Elle a décidé qu'il y aurait deux systèmes parallèles. Il y aurait le site internet, on imagine le même qu'aujourd'hui, mon compte d'activité, où les professionnels pourront inscrire des personnes, pourront s'inscrire, avec quand même plus de confort, on va dire, et puis la fameuse application pour smartphone, où en trois coups de pouce ou de clic, la personne pourra commander sa formation, réaliser sa formation, elle sera géolocalisée, et tout va se passer dans le meilleur des mondes, et ça va être formidable. On aura des millions de personnes qui vont se former avec cette application, c'est ce qui nous est en tout cas dit et préparé. Alors, ce qui serait intéressant maintenant, c'est un petit peu de voir par rapport à ce CPF. Après, on passera, je pense, aux questions. On a un petit peu encore un petit peu de temps. Les risques. Les risques du CPF, il y a un certain nombre de risques avec ce dispositif, qui étaient à peu près les risques du DIF autrefois. Hein, c'est simplement légèrement modifié. Alors, premier risque, c'est le risque qui n'est pas lié forcément au CPF, mais en tout cas lié à la formation. C'est les 3 000 € de pénalité. Je vous rappelle que pour une société de 300 personnes, un peu plus de 300, ça représente 1 million d'euros. C'est considérable, mais il faut se dire aussi que c'est 6 ans de non-développement de la formation. C'est-à-dire que l'entreprise peut estimer qu'elle a pris son risque, qu'elle n'a pas développé pour X raisons la formation, elle n'avait pas le budget, pas le temps, et elle paye, elle va provisionner cette somme pour la payer au mois de mars, sachant aussi que cette pénalité, elle a évolué, notamment dans la façon de la payer. À l'origine, c'était une autodéclaration de l'entreprise vers l'OPCA, dans la loi de 2014. À partir de la loi, donc à partir de 2019-2020, puisque c'est mars 2020 la première échéance, c'est un dialogue avec le salarié. Il va falloir l'informer. Nous avons géré où nous n'avons pas géré votre parcours professionnel, voilà la date des 3 entretiens, où nous n'avons pas pu réaliser les 3 entretiens. Donc déjà, si les 3 entretiens ne sont pas réalisés, et s'il n'y a pas eu d'accord pour changer la périodicité, c'est déjà les 3 000 €, c'est automatique. Ça doit être versé automatiquement par l'entreprise à la Caisse des dépôts, avec information du salarié, information personnelle. Hein. Nous avons versé à telle date la somme de 3 000 € sur votre compte personnel formation, puisque la somme n'est pas versée dans un pot commun, mais sur le CPF de la personne. Donc si elle avait 3 000 € par exemple sur son CPF, eh bien il y a 3 000 € supplémentaires qui arrivent, et même si le plafond de 5 000 € est dépassé, ça n'a aucune importance, puisque ce sont des abondements correctifs. Deuxième chose par rapport à cette pénalité,
Les partenaires sociaux, les représentants des personnels seront également informés devant le nouveau comité économique et social, avec la liste des personnes, avec les CPF abondés, donc ils auront leur mot à dire, y compris si l'entreprise veut passer au travers de cette pénalité. Et puis il y a d'autres façons également de vérifier, hein, ça pourrait être la directe, qui peut vérifier si les sommes ont été versées, effectivement, et puis dernièrement les prud'hommes, en cas de licenciement, en cas de rupture professionnelle, la justice prud'homale pourra regarder ce qui s'est passé. Alors, il y a une sanction en cas de non-paiement. La sanction, c'est le fisc qui doit récupérer le double de la somme, c'est-à-dire une augmentation de 100%, c'est plus 3 000 €, mais c'est 6 000 pour les entreprises qui n'auraient pas payé en temps voulu, c'est-à-dire avant le 7 mars ou le 6 mars 2020, leur pénalité. Donc c'est redoutable, hein, et le CPF permet, s'il a une certaine durée, s'il est certifiant ou diplômant, ou si c'est une VAE, de passer peut-être à côté de cette pénalité et de ne pas la payer. Mais encore faut-il profiter des 7 mois qu'il reste maintenant, c'est pas beaucoup, pour le mettre en œuvre. Hein, non seulement y réfléchir, mais démarrer en septembre les formations, faire en sorte que les salariés soient réellement formés. C'est un enjeu évidemment financier, un risque financier, mais c'est un enjeu social, professionnel, je crois aussi. Autre chose, il y a un risque social. On en parlait récemment, hein, je vous en parlais il y a quelques minutes. Donc, les représentants des personnels sont mis dans la boucle, seront mis obligatoirement dans la boucle. Du coup, les entreprises qui n'auront pas fait leur travail de formation, des entretiens professionnels, risquent d'être mises en cause par les représentants des personnels, et ça peut être quelque chose qui sera difficile à contourner et puis récurrent, puisque là, on parle de mars 2020, mais l'année suivante, ensuite, c'est à la date anniversaire de l'embauche de la personne des 6 ans. C'est-à-dire les personnes embauchées, par exemple, en mars, on va prendre mars 2015, eh bien, il va falloir prouver que les entretiens ont eu lieu, plus les formations en mars 2021, du coup. Et tout est reporté chaque année, donc c'est un sujet récurrent. Donc ça peut poser des problèmes. Et puis l'autre risque du CPF, hein, c'est la complexité juridique. Premier point, quand vous avez plusieurs employeurs, il y a des salariés qui sont par exemple dans les entreprises sous-traitantes, admettons dans la propreté, mais on travaille avec un petit peu, pas mal même avec ce secteur, eh bien les personnes travaillent parfois pour 2, 3 employeurs. Chacun des employeurs, puisque la loi ne le précise pas, doit payer ces 3 000 €. Ce qui va faire des sommes coquettes pour certains salariés, même s'ils sont à temps très partiel. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié qui travaillerait 3 heures, il aurait, dans une entreprise, il a droit à ces 3 000 € sur son compte personnel formation. Autant il a droit qu'à une toute petite partie du CPF, hein, parce qu'il n'est pas à mi-temps, mais sur son compte personnel formation, il aura droit à 3 000 €. Donc imaginons un salarié qui aurait 3 employeurs, l'année prochaine, il peut avoir 9 000 € sur son compte CPF. Hein, et il n'y a pas de plafond, encore une fois. Autre problème, c'est quand des entreprises reprennent des contrats de travail des personnes, puisque dans les métiers de la sous-traitance, enfin encore une fois la propreté, vous emportez des marchés et vous reprenez les salariés qui étaient chez un autre employeur. L'obligation, comme c'est la poursuite du contrat de travail, elle court même si elle a démarré chez un autre employeur. Donc comment savoir si les 3 entretiens professionnels, enfin, ou 2 précédents ont eu lieu, le 3e, que dire dans ces entretiens puisque c'est plus le même manager, c'est plus la même entreprise, est-ce que les informations ont été transmises, on peut en douter. Et puis surtout, comment tracer le parcours pendant 6 ans alors que le contrat de travail a été transféré. Donc ça, c'est un autre problème. 3e problème, c'est les seuils, hein, les 50 personnes. Il y a des entreprises qui peuvent évoluer entre 45, 50, 60, 70 ou redescendre. À quel moment on prend ces 6 ans? À la limite, une entreprise de 55 salariés qui ne serait pas à jour de ses obligations, elle aurait tout intérêt à revenir à 49 personnes pour ne pas payer son obligation. Mais comment ça se passe réellement, on n'en sait rien. Et puis l'autre dernier problème, en cas de rupture du contrat de travail, la personne va chez un autre employeur, est-ce que les obligations perdurent? En principe non. Est-ce que les compteurs repartent à zéro? En tout cas sur les 6 ans, on ne sait pas exactement. Donc il y a beaucoup d'inconnus sur ce CPF et il va falloir à un moment ou à un autre que
les entreprises surtout se positionnent, qu'elles aient une politique CPF. Nous, on leur disait pendant des années, par rapport au DIF, ne laissez pas ce dispositif de côté, utilisez-le, appropriez-vous-le. Ça n'a pas toujours été le cas, malheureusement. Le CPF, c'est un peu la même problématique, sauf que là, cette fois-ci, il y a une pénalité pour non-formation qui n'existait pas du temps du DIF, puisqu'une entreprise faisait ses calculs, et elle pouvait se dire, qu'est-ce que je risque si je ne me mets pas en forme le DIF? En gros, elle risquait rien, sauf des demandes massives qu'on n'a jamais vues, malheureusement. Alors que là, les pouvoirs publics ont prévu une sanction, qui représente d'ailleurs 500 € par an, 3 000 €. À la limite, ce qui n'a pas été dépensé en formation, eh bien, c'est porté sur le compte personnel formation de la personne. Alors, il y a d'autres risques aussi, que je voudrais aborder avec vous, c'est notamment des risques par rapport aux salariés. Le premier risque, avec ces compteurs, le compteur en matière de DIF, il était secondaire, pas très important. Par contre, le compteur avec le CPF, ça devient l'alpha et l'oméga du dispositif. Et le risque, c'est que les salariés confondent la formation avec un livret d'épargne. Surtout avec la transformation en CPF monétaire, c'est-à-dire qu'ils se disent j'ai de l'argent sur mon compte CPF, alors soit je vais pouvoir le monétiser, récupérer ces sous, j'ai 3 000 €, on va me les payer à la retraite ou quand je change d'entreprise ou mon employeur, je vais faire pression pour qu'il me les donne, ce qui ne sera jamais le cas, mais certains salariés peuvent le croire. Et puis l'autre problème qui se pose, donc outre cette idée de livret d'épargne formation, est-ce que ça vaut le coup d'attendre 10 ans pour se former, d'avoir suffisamment d'euros de formation? J'en doute, mais c'est ce qui risque de se produire. L'autre problème, c'est que les salariés cumulent des droits donc sans rien en faire. On parlait tout à l'heure de non-recours. Est-ce qu'on est plus compétent parce qu'on a beaucoup d'euros de formation sur son compte personnel formation? Est-ce que ça sécurise réellement les personnes de savoir qu'elles ont 5 000 € sur leur compte personnel formation? Je pose la question, est-ce qu'il vaut mieux pas se former régulièrement, y compris 20 heures, 30 heures par an, plutôt qu'attendre 10 ans pour se former 200 ou 300 heures? Et ça met en cause aussi la problématique du diplôme en France. Est-ce que on est plus compétent quand on n'est plus diplômé? Est-ce que le fait de reprendre le chemin des études, mais des études longues, c'est utile et possible pour beaucoup de salariés? Alors on sait que dans certains pays, beaucoup de salariés, enfin un certain nombre de salariés reprennent le chemin des études pour 1 an, 2 ans. En France, ça fonctionne peu. On l'a vu d'ailleurs avec le CIF, le CIF qui a changé de nom et qui a changé aussi de fonctionnement depuis également 2019, même si ce n'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Donc le CIF qui est devenu projet de changement professionnel, de transition professionnelle, voilà, merci Denis. Donc ce CIF était peu demandé. Il y avait 50 000 demandes et 25 000 réalisations pour 18 millions de salariés. Ça veut dire une personne sur 500 en moyenne faisait réaliser un CIF chaque année, ce qui est très très peu, et donc le projet de transition professionnelle qui le remplace va sans doute mettre aussi beaucoup d'années à se développer. Et est-ce qu'il y a une appétence pour les formations longues? Je pose la question, alors il faudrait peut-être, mais est-ce que le système universitaire est capable de répondre aux besoins des entreprises? C'est aussi une question qu'il faudrait poser. Alors je continue donc sur les risques. Donc stocker des droits sans se former, c'est le premier risque. Le deuxième risque, là, il est lié au CPF. Le DIF, il y avait une barrière qui a posé problème, et une vraie barrière, c'est qu'on ne pouvait pas faire un DIF sans l'employeur. En gros, c'était peut-être quelque chose qui était gênant, mais c'était quelque chose qui garantissait quand même que la formation allait servir au travail. Le CPF, c'est la liberté donc de choisir son avenir professionnel, c'est l'intitulé de la loi, donc il est à la main complète du salarié, qui peut se former quand bon lui semble, ça il n'y a pas de problème, il prend toutes ses vacances s'il veut se former, personne ne va l'en empêcher, mais surtout sur ce qu'il veut, ou ce qu'il pense vouloir ou pense pouvoir réaliser. Et le CPF, puisqu'il a beaucoup été élargi, permet toutes sortes de formations, alors je ne dirais pas qu'elles sont fantaisistes, mais des formations où les débouchés professionnels seront faibles. Tatoueur, travailler sur le shiatsu, ou
encore le home staging ou d'autres choses. Alors, c'est peut-être très bien pour des gens qui veulent se reconvertir. Je ne sais pas si leur CPF suffira. Mais est-ce que l'entreprise a intérêt à ce que vous travaillez dans la propreté, votre entreprise est dans le secteur de la propreté, est-ce qu'elle a intérêt à ce que les salariés se forment sur un diplôme d'énologie ou de home staging? Je ne suis pas sûr. Donc, le risque, c'est que la formation soit, l'entreprise paye quand même une cotisation de 0,2% et que ça ne soit pas utile ni utilisé pour le travail. C'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est que les salariés s'engagent personnellement dans une formation sans issue. C'est-à-dire une formation soit qui n'a pas de débouché, soit qui n'a pas d'intérêt pour eux ou qui est à un niveau bien trop élevé par rapport à leur capacité. Je vous rappelle qu'autrefois, on avait vérifié avec le CPF. Première manière, on avait vu qu'une hôtesse de caisse dans un supermarché pouvait préparer un diplôme d'état d'ergothérapeute, c'est quand même, je crois, un bac plus 5 ou plus 7, avec son CPF. Elle était supposée, avec son CPF, non, du temps du CPF en 2010. On pouvait également faire garçon d'élevage, berger, enfin, des formations qui sont quand même très très limitées, et donc le risque, c'est sans l'employeur, qu'est-ce que va faire le salarié de son CPF? Nous, on pense que c'est un vrai risque de détournement, de mauvaise utilisation ou même d'abandon. C'est-à-dire que les salariés vont se lancer dans une formation et n'iront pas au bout. Ils abandonneront au bout d'une fois, 2 fois. On sait très bien que le taux d'abandon est beaucoup plus fort quand les salariés ne sont pas sollicités par leur employeur. Quand ce n'est pas sur le plan de formation, quand ce n'est pas encadré par l'employeur, parce que là, c'est du temps de travail, et le salarié doit justifier son absence. Si c'est sur le temps libre, c'est très difficile. C'est pour ça aussi que les formations à distance, notamment pour les personnels de premier niveau de qualification, ça demande une grande discipline et c'est également très très difficile. Donc voilà un petit peu les différents risques que je voulais un petit peu parler, que je voulais évoquer avec vous sur ce CPF. Et l'objectif maintenant, c'est de se dire à quoi ça peut servir ce CPF. Est-ce que ça peut servir aux salariés et à l'employeur, ou est-ce que ça sert qu'aux salariés? Est-ce que ça sert qu'à l'employeur? Alors l'objectif, moi je crois, c'est d'en faire un co-investissement, où ça peut, comme le DIF de toute façon était un co-investissement, la formation, pour nous, il faut qu'il y ait un professionnel, il faut qu'il y ait une entreprise dans la boucle. Alors, je ne parle pas des chômeurs, là c'est un autre problème, et encore, c'est plus efficace une formation quand on est chômeur, quand on a une promesse d'embauche au bout. Mais se former pour se former, c'était les politiques adéquationnistes de 2015, avec le plan 500 000 du précédent président, ou le PIC, le plan d'investissement compétences de 15 milliards d'euros pour former 2 millions de chômeurs de longue durée, sans qualification et de jeunes. Est-ce que s'il n'y a pas un emploi au bout, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt? Est-ce que ça va marcher? On en doute, en tout cas moi j'en doute beaucoup. Par contre, pour un salarié, si l'entreprise lui donne un catalogue formation, une offre formation. Alors, ce n'est pas la panacée, l'offre formation, le catalogue, mais en tout cas, ça rend clair, simple, lisible la formation. C'est-à-dire, je vois, il y a un choix. Mon entreprise a fait un choix, c'est l'anglais, l'informatique, ou des CQP, ou des choses comme ça. Ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je sais ce qu'elle veut, ce qu'elle voudrait que je fasse. Alors, je peux me former sans elle, je peux me former le week-end, le soir, ou je peux discuter avec mon manager, avec le service formation RH, du choix, des modalités de réalisation. Bref, il y a un dialogue qui se met en place et ça nous semble très important. C'est ce qu'on appelle le co-investissement. Mais il faut que l'entreprise prenne la décision d'entrer sur le CPF. Soit via un accord, soit au moins, à minima, via un catalogue, une offre qu'elle met à disposition de ses salariés sur le temps de travail. Donc pour l'entreprise, je pense que le CPF, c'est 3 possibilités, c'est 3 opportunités économiques et sociales. La première, c'est renouveler le dialogue social et le moderniser, travailler non plus uniquement sur le quantitatif, combien gagnent les salariés, mais sur le qualitatif, quelle est la qualité du travail réalisé, est-ce qu'on doit monter en compétences. Nous vivons, je vous rappelle, une vraie transformation numérique actuellement. Un quart des adultes en France ne sont pas à l'aise avec le numérique. L'État estime que dans les 3 quarts des emplois aujourd'hui, en 2018, il faut une maîtrise du numérique et les choses vont aller sans doute en s'accélérant. Donc est-ce que le CPF n'est pas une opportunité pour entrer sur cette transformation numérique, pour développer les formations dans ce domaine,
plus des formations aussi pour les salariés faiblement qualifiés. On n'a pas le temps d'en parler sur le socle des compétences, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui de notre discussion. L'autre point, c'est qu'on peut relancer donc la formation dans une entreprise avec une offre CPF qui serait complémentaire d'une offre plan de formation, c'est-à-dire enfin plan de développement des compétences. On a les deux, nous on pense qu'il faut qu'elles soient distinctes, sinon c'est pas très clair pour les salariés. Et puis le dernier point, qui est celui de la formation générale, c'est que développer la formation, c'est sécuriser les personnes, c'est l'objectif des lois successives, mais c'est aussi fidéliser les salariés. On travaille par exemple beaucoup avec l'hôtellerie-restauration et on sait qu'on a du mal à fidéliser les salariés. Voilà un petit peu le petit tour d'horizon que je voulais faire avec vous et nous allons maintenant, je pense, répondre aux questions s'il y en a, évidemment. Merci Didier. Alors, comment est-ce qu'on passe pour les questions ? Alors, je vais en lire quelques-unes. Que sait-on des abondements du code personnel de formation classique? Il y a une autre question qui est liée, c'est qu'est-ce que les 14 types d'abondements CPF possibles? Alors, bon, les 14 types d'abondements, c'est Pôle emploi, c'est l'État, c'est locaux, c'est l'employeur, c'est la personne, c'est la région, enfin bref, on peut voir tout. Bon, ce qui est sûr, c'est que quand il y a 14 possibilités d'abondement, il n'y a pas d'abondement. Parce que tout le monde se renvoie la balle et tout le monde va dire c'est pas moi de payer. En tout cas, il y a une question de comment est-ce qu'on va organiser, coordonner ces différents abonnements. Ce que l'on sait, c'est que la première version de l'application CPF qui serait disponible en octobre, enfin en fin de l'année, ne concernera que les achats dits directs, c'est-à-dire uniquement les achats faits à partir des fonds disponibles sur le CPF de chacun des personnes qui solliciteraient via cette application-là une formation CPF. Est-ce que les heures de diff enregistrées sur mon compte activité seront perdues au 1er janvier 2021? Donc il y a des heures de diff. Voilà, alors les heures de diff, c'est vrai que ça faisait partie un petit peu de ce que je voulais dire, des opportunités. On a une fenêtre d'1 an et demi jusqu'à l'extinction des anciennes heures de diff, puisque c'était prévu dans la loi 2014, au bout de 6 ans, elle s'éteignait. Donc le 31 décembre 2020, dans exactement 1 an et demi, presque un peu plus d'1 an et demi, les centaines de millions d'heures qui ont été transformées en euros de formation, puisque je vous rappelle que les heures ont été transformées sur une base de 15 euros, c'est-à-dire un salarié qui avait, on va dire, le maximum de son DIF, c'est-à-dire 120 heures, il dispose de 1800 euros. Ces 1800 euros, dont disposent beaucoup de salariés, alors ceux qui ne sont pas partis à la retraite, ceux qui n'ont pas perdu leur attestation d'employeur ou qui sont chez le même employeur, donc qui peuvent la redemander, c'est une opportunité, sachant que très peu d'heures de diff ont été consommées, entre guillemets, depuis 2015. Notre calcul, c'est à peu près 25 millions d'heures. Il y avait presque 1 milliard d'heures qui ont été cumulées en 10 ans. Je vous rappelle, 20 heures par personne, 18 millions de salariés, même si tout le monde n'avait pas le maximum. On va dire 100 heures en moyenne par personne, ça faisait 1 milliard d'heures. Donc, un certain nombre de ces heures sont perdues, les entreprises ont disparu, il n'y a plus d'attestation possible, les gens ont quitté leur emploi, ont quitté la France, ou ont quitté le travail, ils sont à la retraite, voilà. Et à la retraite, évidemment, tout est perdu. On peut estimer qu'à peu près, il reste 500 millions d'heures possibles. Bon, c'est vraiment une estimation parce que personne ne veut faire le calcul, personne n'est capable de le faire d'ailleurs. Il faudrait savoir exactement dans les entreprises ce qu'il y a. Donc ces 500 millions d'heures, à raison de 15 euros de l'heure, ça fait 7,5 milliards d'euros à consommer, entre guillemets, avant fin 2020. Donc c'est une opportunité puisque le discours que peut tenir le responsable formation ou le chef d'entreprise, c'est de dire à ses salariés « Ok, vous voulez garder vos euros de formation, c'est votre livret d'épargne, sauf que qu'est-ce que vous allez faire de vos anciennes heures de diff, devenues euros de diff? Est-ce que vous allez les laisser perdre? Dans 1 an et demi, c'est perdu. Est-ce que vous allez les utiliser maintenant ou est-ce que vous attendez 2020? Et nous, notre discours, il est le suivant. Si vous attendez 2020 pour consommer, entre guillemets, c'est-à-dire en last minute, en septembre 2020, se dire, il reste 3 mois, ça y est, je vais demander mon droit, vous avez beaucoup de chance, les salariés ont beaucoup de chance d'être déçus et conduits, pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y aura ni les fonds, ni le temps pour se former. Quand on accumule tant
de capital formation multiplié par 10 ou 15 millions de salariés, c'est pas réalisable en une année. C'est comme si tout le monde voulait récupérer son argent à la caisse d'épargne sur l'année 2020. C'est pas possible. Donc les heures de diff, c'est une opportunité. L'entreprise a tout lieu de faire des propositions en disant on va vous aider à les utiliser. Mais encore une fois, via un catalogue, une offre. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport aux diff, aux anciennes heures de diff qui perdurent encore 1 an et demi. Alors, je vais passer aux sanctions parce qu'il y a beaucoup de questions. Comment cela se passe si un salarié refuse de se former? Quelle est la sanction? Alors, si c'est dans le cadre du plan de formation... Oui, la question, voilà. Que se passe-t-il si un salarié refuse une formation? Il refuse de se former. Alors, tout dépend du cadre. Si c'est dans le cadre du plan de formation, bah là, c'est une sanction de l'employeur. Hein, ça fait partie du contrat de travail. L'employeur a le droit, sur le temps de travail, d'envoyer son salarié en formation. Il a même le droit de l'envoyer 30 heures hors de son temps de travail. Sauf que le salarié a le droit de dire « je ne suis pas d'accord si c'est hors de mon temps de travail ». Mais enfin, en tout cas, ça s'impose au salarié si c'est sur le plan de développement des compétences. C'est la direction qui décide. À côté de cela, le CPF, il n'y a pas d'obligation d'utiliser le CPF. Un salarié qui ne veut pas l'utiliser chez son employeur actuel, chez un nouvel employeur, il a le choix. Hein, il peut dire « je garde mes euros de formation » et donc on ne peut pas le contraindre à utiliser son CPF. Et la non-utilisation du CPF ne peut pas être reprochée à un salarié. Juste sur ce point-là, la partie CPF sera, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, sera nécessairement utilisée dans le cas d'un CPF de transition. Donc le montant disponible sur le compte CPF sera utilisé sans l'accord, enfin le fait d'accepter un CPF de transition me fait accepter d'utiliser l'intégralité de mon compte CPF. Et il y a une possibilité aussi dans le cas d'une formation en tant que demandeur d'emploi. Voilà, alors effectivement. L'objectif des pouvoirs publics, je pense que les entreprises l'ont bien compris maintenant, c'est de récupérer un maximum de fonds formation des entreprises pour former les chômeurs et pour peut-être alimenter aussi l'ancien CIF. Donc, effectivement, le salarié, face à son employeur, il peut refuser d'utiliser ses euros de formation, son CPF. Par contre, il ne peut pas refuser s'il demande un CPF, enfin un ex-CPF, un projet de transition professionnelle. Donc là, on lui siphonne son compteur. S'il a 3 000 euros sur le compteur, il aura 0 à la fin. Et puis, chez Pôle emploi, même chose, alors qu'à l'origine, le CPF, c'était à la main totale du salarié. Maintenant, c'est on vous prend vos euros de formation si vous voulez vous former. Voilà. Et la personne n'a pas le choix, on lui prend ses euros de formation, c'est plus ses heures. Donc, tant que je suis dans l'entreprise, j'ai le choix d'utiliser ou pas. Dès que je sors de l'entreprise et que je sollicite de la formation dans un autre cadre, alors je ne sors pas de l'entreprise quand je fais un CPF de transition. Enfin, je choisis d'avoir une projection dans une autre reconversion. Donc à ce moment-là, je n'ai pas le choix, je dois utiliser mon CPF. Voilà, c'est ça. Le pouvoir public donc souhaite utiliser au plus possible les fonds du CPF, hein, qui sont pas suffisamment utilisés évidemment, puisque 1% des salariés les utilisent, et donc l'objectif c'est de l'utiliser à d'autres choses que des formations courtes, puisque, il faut aussi bien le dire, les salariés en entreprise auront rarement 150, 250 heures pour se former, 10, 15, 20 jours pour se former. La plupart du temps, ils ont quelques journées de disponibles, 20 heures, 30 heures. Donc, on revient aux problématiques du DIF. Est-ce qu'il vaut mieux se former 20 heures tous les ans ou 30 heures tous les ans ou attendre 10 ans d'avoir l'équivalent de 300 heures? C'est à chacun de faire son choix, sachant qu'on est dans un monde qui change beaucoup. Et si on attend 10 ans pour se former, le monde, il a le temps de changer beaucoup, sans la personne. Alors, le risque financier de 3 000 € de pénalité par salarié concerne, si j'ai bien compris, les entreprises de plus de 50 salariés. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, existe-t-il un risque financier? Alors, effectivement, les pouvoirs publics, depuis 2014, ont prévu une sanction financière uniquement pour les entreprises donc, de plus de 50 salariés. Donc, c'est le seuil. Les entreprises en deçà de 50 salariés, les PME, TPE, qui vont, entre parenthèses, bénéficier de beaucoup plus de fonds de formation. On ne sait pas si elles les utiliseront, mais en tout cas de beaucoup plus de fonds de formation et des OPCO qui travailleront avec elles. Ces entreprises-là n'encourent aucune sanction financière pour l'instant.
Ok, il y a beaucoup de questions. Il y a pas mal de questions sur les entretiens. Les 3 entretiens professionnels obligatoires. Est-ce vraiment 3 entretiens ou bien 3 invitations à s'entretenir dans le cadre de l'entretien professionnel? Comment faire pour les salariés qui refusent ces entretiens professionnels? Alors, c'est un problème face à des salariés qui refuseraient cet entretien professionnel. Et selon un consultant, une décharge qui serait signée par le salarié qui dirait « je ne veux pas et je signe et ça ne ferait pas que l'entreprise a toujours cette obligation. » Donc à la limite, elle met en difficulté, le salarié met en difficulté l'entreprise. Les 3 entretiens sont obligatoires et je voudrais insister sur un point. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont dit on a déjà les entretiens annuels d'évaluation. On va simplement rajouter un formulaire à la fin où on fait 5 minutes de pause entre l'entretien annuel et puis l'entretien formation. Alors ça, les pouvoirs publics ne le voulaient pas. C'est pour ça qu'ils avaient décidé que ça serait une fois tous les 2 ans, pas le même rythme, et ça devait être distinct. C'est bien ce qui était indiqué. Donc moi je pense qu'une entreprise qui produira 6 entretiens professionnels, alors qui peut plus, peut moins en principe, mais là, elle n'est pas dans les clous, puisque c'est bien stipulé dans le Code du travail, c'est une fois tous les 2 ans. Alors soit l'entreprise peut chanter un entretien sur 2 et ne remonter qu'un entretien sur 2, soit l'autre possibilité, nous c'est ce qu'on conseille, mais le temps presse maintenant, c'est de conclure un accord d'entreprise en changeant la périodicité des entretiens. Et là, c'est complètement ouvert depuis le 1er janvier 2019 par les différentes lois travail. Première possibilité, on décide avec les partenaires sociaux que l'entretien professionnel a lieu en même temps que l'entretien annuel, donc il y en aura 6. Et c'est légal, puisque l'accord d'entreprise prime sur la loi désormais. Deuxième possibilité, on n'a pas fait tous les entretiens, on va faire par exemple une périodicité d'une fois tous les 3 ans, donc 2 entretiens professionnels. Il fallait qu'il y en ait eu un depuis 2014 et un dernier, et ça suffira. Mais encore une fois, il faut que les partenaires sociaux soient d'accord et signent l'accord. Et puis troisième possibilité, la route secours, parce que dans certaines entreprises, il y a 0 entretien pour l'instant tracé. Comment faire? J'ai 5000 salariés, j'ai aucune trace de ces 5000 entretiens. La seule possibilité, pour ne pas payer 5000 fois 3000 euros, ça fait quand même quelque chose comme 15 millions d'euros, c'est quand même une somme considérable, pour ne pas justement avoir à les payer, c'est de signer un nouvel accord, mais il faut évidemment qu'il y ait du donnant-donnant avec les partenaires sociaux, en leur disant on fait un seul entretien terminal, donc il va clôturer les 6 ans. On n'a pas fait d'autres entretiens, mais on peut en faire qu'un seul. C'est possible. Encore faut-il que ça soit inscrit dans un accord. Et dans ce cas, un seul entretien qui serait fait entre, je dirais, septembre et février de l'année prochaine, ça peut convenir. Alors, les entretiens professionnels sont-ils obligatoires pour les fonctionnaires? Alors, pour les fonctionnaires, le CPF, c'est un petit peu particulier, puisque eux continuent à être comptabilisés en heures de formation. La fonction publique ne souhaite pas que ça soit en euros, parce que la dette formation est très importante chez eux aussi. Tous les compteurs CPF sont pleins, des agents. Depuis 2007, ils ont droit au DIF puis au CPF. Ils ont les compteurs à 150 heures. Pour l'instant, c'est toujours en heures de formation. Et les entretiens professionnels ne sont pas, de toute façon, le Code du travail ne s'applique pas pour les fonctionnaires, et pour l'instant, les entretiens professionnels, c'est en discussion. Il y a une loi en ce moment sur la transformation de la fonction publique, et le CPF va revenir en avant, ainsi que les entretiens professionnels. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation d'entretien professionnel comme dans le Code du travail. Et pour les entretiens, comment cela se passe pour les entreprises de moins de 10 salariés? Les entreprises, quel que soit le nombre de salariés, dès le premier salarié, l'entretien professionnel est obligatoire, puisque le Code du travail, que vous ayez un salarié ou 5000 salariés, c'est le même. Le seuil, c'est simplement la pénalité. C'est-à-dire, il n'y a pas de sanction si vous ne les organisez pas, ce qu'on sont empressés évidemment de faire certaines PME, en disant il n'y a pas de sanction, donc il n'y a pas d'obligation, donc on ne fait pas. Simplement, en cas de licenciement, de problème devant les prud'hommes, la responsabilité de l'employeur sera complètement engagée. Mais il n'y a pas de sanction financière. Et comment va se réaliser le déclaratif des entretiens réalisés par l'employeur? Alors, très bonne question. Alors, le déclaratif des entretiens, en principe, il est fait, ça s'appelle un état des lieux de la gestion du parcours de la personne. C'est au bout de 6 ans. Donc, ça doit se produire lors du 3e entretien. On peut peut-être le faire après le 3e entretien. Bon, en principe, c'est pendant le 3e entretien. On va faire un récapitulatif des 2 précédents entretiens, voir s'ils ont bien eu lieu.
et puis faire le récapitulatif des formations suivies, des certifications, des diplômes, des blocs de compétences acquis ou d'AVAE qu'a suivi la personne, enfin qu'est-ce qu'elle a fait dans son parcours de formation, qu'est-ce qu'on peut prouver. Ça va être retranscrit par écrit, la personne doit signer cela, et ensuite ça sera archivé et communiqué par courrier à la personne, et surtout l'employeur va devoir dire j'estime que j'ai géré votre parcours professionnel via telle et telle formation, tel et tel entretien professionnel, ou je n'ai pas géré et je verse 3 000 € sur votre compte personnel formation, 3 000 € versés directement à la Caisse des dépôts et consignations. Alors, une dernière question. Se former sur une certification en 20 ou 30 heures, ce n'est pas évident, sans pour autant attendre 10 ans. Qu'est-ce qui serait le plus réaliste? Passer des certifications et des blocs de compétences de 5 ou 10 jours paraît-il plus faisable? Je te laisse répondre peut-être. Donc effectivement, on a répondu là sur des éléments d'articulation liés à l'entretien professionnel, qui est un peu à côté du sujet de ce qu'on a traité, mais qui est lié pour les points que l'on a évoqués. D'un côté par rapport à l'obligation, de l'autre côté parce que la pénalité, elle est reversée sur le compte, sur le CPF, donc on a de la personne, donc il y a bien des liens qui sont dans ce sens-là. Du coup, la préconisation qui a été portée par Didier tout au long de l'heure, là, c'est de dire il y a peut-être nécessité de négocier, de co-construire, enfin on a parlé de co-investissement, et de négocier avec les partenaires sociaux de l'entreprise un certain nombre de modalités qui associent à la fois les obligations liées à la négociation sur le CPF, et puis peut-être à la façon dont les entretiens peuvent s'organiser et se faire. Pour répondre à la question qui est de dire qu'est-ce qu'on peut faire, puisque obtenir une certification ou avoir une certification de 20 ou 30 heures, c'est ce qui était proposé, c'est assez difficile, qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc, au-delà du fait qu'on puisse travailler avec son entreprise pour avoir du cofinancement, c'est-à-dire s'entendre sur un projet de formation ou un projet de certification plus long, dans lequel il y a une part qui est la part que je demande d'abondement et une part qui est la part d'abondement de l'entreprise, donc au-delà de cette partie-là, on peut imaginer qu'effectivement, alors on a des certifications qui sont anciennement sur le répertoire, enfin l'inventaire, qui sont aujourd'hui sur le répertoire spécifique, qui sont des certifications relativement courtes, hein, donc qui peuvent convenir à des durées de ce type-là. Et le deuxième sujet, effectivement, c'est de travailler sur des blocs. Hein, donc les blocs, c'est une partie d'un diplôme. La question, c'est est-ce que je fais un bloc dans l'idée d'avoir, au bout de 30 ans, le diplôme complet, ou est-ce que simplement le fait de travailler sur un bloc me permet de partiellement valider un certain nombre d'acquis ou de compléter un certain nombre de connaissances sur une partie de ce qui concerne mon métier d'aujourd'hui ou le métier que je vais faire demain matin. Et on pourrait imaginer qu'à la fin de mon parcours professionnel, j'ai comme ça un certain nombre de bouts de certifications acquises via le CPF. Reste ensuite à savoir si ces certifications complètes m'intéressent toujours. Et dans ce cas-là, la VAE est aussi un moyen de compléter l'acquisition de ces blocs manquants, de façon à obtenir le diplôme complet à la sortie. Au niveau du temps, on a à peu près... Enfin, il reste beaucoup de questions, donc je vois ce qu'on peut faire éventuellement. Peut-être encore, je ne sais pas. Y a-t-il une définition claire de formation non obligatoire? Obligatoire. Alors, la formation non obligatoire, encore une fois, vous aurez le PowerPoint. Il y a deux possibilités sur ces formations non obligatoires. Soit c'est celles qui sont... les formations obligatoires, à contrario, c'est celles qui sont écrites, nommées dans le code du travail, hein, c'est-à-dire des formations sécurité, des formations très très normées, ou des permis. Liées à l'exercice d'un métier. Voilà, un permis poids lourd, par exemple, le chauffeur poids lourd, s'il repasse pas son permis, s'il repasse pas un certain nombre d'épreuves, il n'a plus le droit de conduire un camion. Donc ça, c'est des formations obligatoires. Après, il y a quand même une chose que nous mettrons dans le PowerPoint, c'est qu'est-ce que dit la jurisprudence. Et elle dit que l'employeur a l'obligation d'adapter chacun de ses salariés à son poste de travail. Donc nous personnellement, nous estimons que cette adaptation au poste de travail, c'est une obligation. Elle n'est pas écrite formellement dans le Code du travail, mais en tout cas, c'est la jurisprudence depuis les années 90. Et encore récemment, en 2017, ça a été reformulé. Donc ça veut dire une chose, puisque l'adaptation au poste de travail est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Eh bien, c'est le développement des compétences. Et là, c'est du CPF ou pas forcément du CPF, mais là, c'est ouvert. Par exemple, quelqu'un qui va faire de l'anglais
alors qu'il n'en a pas besoin aujourd'hui, mais il estime que c'est son employabilité, ça lui permet de peut-être évoluer professionnellement et puis ça lui est utile, c'est tout à fait gérable. Voilà, bon bah écoutez, nous vous remercions, je crois qu'on a... Donc on arrive au terme de cet échange. Donc suite au nombre de questions, enfin aux questions nombreuses, on va regarder comment est-ce qu'on peut leur apporter peut-être une réponse écrite et faire un article qui reprendrait ces questions-là avec des éléments de réponse. En tout cas, merci d'avoir suivi ce webinaire et d'avoir partagé avec nous ces réflexions. Et puis, à bientôt pour des prochains séminaires, des webinaires de Demos. Voilà, nous vous remercions. Au revoir. Au revoir.